The Conversation France. On l'appréhende, on la prépare, on l'accompagne. Et quel que soit l'état d'esprit dans lequel les familles se sentent le jour J, la rentrée en crèche est un tournant dans leur vie. Hier, c'était la première journée de Charlotte à la crèche. Pour l'instant, je suis restée tout le temps avec elle. On a rencontré sa référente à la crèche, donc qui va principalement s'occuper d'elle pour tout ce qui est soins, alimentation. Demain matin, on fera une première matinée et ensuite des petites journées jeudi et vendredi. Et puis la semaine prochaine, ce sera parti pour notre rythme de croisière. Le grand bain de la vie en collectivité commence progressivement dans ce témoignage extrait de l'émission Les Maternelles. Et c'est sur cette période de séparation entre parents et enfants qu'on va s'arrêter avec Catherine Bouve, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à l'université Sorbonne Paris-Nord. Dans la suite du reportage, on saura que la découverte de la crèche s'est très bien passée pour la petite Charlotte. Alors Catherine Bouve, finalement, est-ce que ce ne sont pas les parents qui ont le plus d'appréhension par rapport à ce moment de séparation ? Qu'est-ce qui se joue lors de ce passage de relais ? Qu'est-ce qui se joue entre les parents et les professionnels et l'enfant, c'est une triangulaire. C'est la question de l'instauration d'une relation privilégiée entre l'enfant et une personne professionnelle de crèche qui va prendre le relais quelque part de cette relation enfant-parent pendant le temps de présence de l'enfant à la crèche. En France, on parle d'adaptation. En Belgique, on parle de familiarisation. Je trouve que cette nuance est intéressante. On peut se dire qui s'adapte à qui s'adapte à quoi. Il y a des parents qui peuvent être plus inquiets par ce temps de séparation, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des enfants qui sont plus inquiets ou qui le sont moins. Voilà, chaque situation est un peu particulière. Il y a beaucoup de lieux d'accueil qui ont ce qu'on appelle des protocoles, qui vient questionner le sens de ce processus, en fait, qui devrait justement être un processus et non pas un protocole. Par rapport au protocole, donc vous dites qu'il faudrait plutôt personnaliser ce moment d'adaptation, c'est ça ? Oui, je pense que c'est important d'être à l'écoute des familles et non pas d'instaurer un protocole uniforme en direction de tous les enfants et les parents qui arrivent, parce que les besoins sont différents. Je me souviens au cours de mes différentes études, j'ai un exemple comme ça qui me vient en tête, une maman qui déménageait, qui s'installait dans la ville et son enfant auparavant fréquentait déjà un lieu d'accueil et où il n'y avait pas eu du tout de période d'adaptation. Et là, dans la crèche où elle arrivait, on lui demandait une période d'adaptation de 15 jours. Et elle n'imaginait pas pouvoir. Pour elle, c'était impossible parce que elle avait un nouvel employeur. Elle n'imaginait pas démarrer un travail en demandant 15 jours de congé. Et la crèche ne démordait pas qu'il fallait qu'elle soit là. Bon, finalement, elle a trouvé un compromis. Elle a fait venir sa mère qui habite à 10 000 kilomètres de là et qui connaissait à peine l'enfant, qui a fait la période d'adaptation. Donc, ça perd de son sens. Donc, c'est important que ça puisse se construire dans un dialogue. Une autre fois, comme ça, une maman, au cours d'un entretien, me disait qu'elle était vraiment heureuse de pouvoir mettre son enfant en crèche. Et la crèche, elle demandait donc avant l'entrée de l'enfant un premier rendez-vous avec la psychologue avant cette fameuse période d'adaptation. Et elle était complètement ravie de dire qu'elle était heureuse de reprendre son travail et que son enfant vienne à la crèche. Et elle était ressortie complètement dépitée parce que la psychologue lui avait envoyé que ça allait être très dur pour son enfant, etc. Bon, voilà, et tout le monde n'est pas dans la même disposition par rapport à ces questions-là. Alors là, plutôt qu'un protocole d'adaptation, vous prenez plutôt une forme de sur-mesure, une adaptation qui se fasse en concertation avec les besoins des parents, les réactions des enfants. Ce protocole d'adaptation, on entend dans le reportage que c'est un calendrier avec différentes étapes, une durée à la crèche progressive pour la petite Charlotte. Est-ce que ça inclut aussi des objets matériels pour faire la transition, des doudous, des tétines, des objets qui rassurent l'enfant ? Oui, on peut dire que ça rentre dans ce protocole. Alors, quand même, il a le mérite d'exister, ce protocole, et que la question soit posée de
de comment est-ce qu'on accueille un enfant et ses parents dans un lieu, c'est important. La tétine et le doudou, ça fait un peu partie de entre guillemets, de la panoplie de cette intégration. Alors voilà, là aussi, ça peut questionner le sens de ça. Est-ce que ça rassure davantage l'enfant, les parents, les professionnels? Il y a des enfants qui n'ont pas besoin de tétine et de doudou, mais voilà, on leur quelque part amène ou impose ces objets. Alors juste, c'est demandé en fait par les crèches, c'est suggéré en fait assez souvent, et puis juste sur le protocole d'adaptation, la plupart des crèches en ont en fait, c'est ça? Oui, c'est souvent suggéré. Il y a une espèce de force d'imposition de cet objet qui permet de faire la transition finalement entre l'espace de vie familiale de l'enfant et l'espace de la crèche. Ça permet c'est supposé en tout cas le rassurer vis-à-vis de cette séparation et de continuer à faire vivre le lien, notamment mère-enfant. Mais tous les enfants n'en ont pas nécessairement besoin. Si on revient sur le fait de rentrer en crèche, on sait qu'il y a d'autres modes d'accueil, notamment les assistantes maternelles, qui sont assez nombreuses. Le fait pour un parent de déposer son enfant dans une crèche plutôt qu'auprès d'une assistante maternelle, est-ce que ça fait une différence? Vous me parliez d'une question de confiance aussi. Alors, on peut faire confiance à une assistante maternelle autant qu'à une crèche, une équipe de crèche, heureusement. Mais c'est vrai que en tout cas à travers les différentes études que j'ai menées, on voit bien que les parents font moins, globalement, spontanément confiance à une assistante maternelle qu'à une équipe de crèche. Parce que je pense qu'historiquement, voilà, il y a une espèce de rumeur qui circule sur les assistantes maternelles, que les assistantes maternelles d'ailleurs n'ignorent pas. Vous avez toutes ces choses où on dit l'assistante maternelle, elle risque de faire son ménage ou ses courses en même temps qu'elle a l'enfant ou le mettre devant la télé. Bon, tout ça, ce sont des projections finalement que l'on se fait parce que, comme disait un parent, l'assistante maternelle, une fois qu'elle a fermé la porte de son domicile, on ne sait pas ce qu'elle fait avec les enfants. Voilà. Donc ça, mais la confiance, ça se construit. Alors souvent, elle est donnée d'emblée aux crèches parce qu'il y a une équipe et on suppose que voilà, si quelqu'un, un membre de l'équipe dévie, il y a un regard d'autres membres de l'équipe qui permet de sécuriser finalement l'accueil de l'enfant. Alors souvent derrière cette question aussi de la confiance, je pense qu'il y a plus ou moins inconsciemment cette question de la possible rivalité entre l'assistante maternelle et l'enfant et qui est quelque part neutralisée du fait à la crèche, du fait qu'il y ait une équipe. La question de la rivalité, donc c'est entre le parent et l'assistante maternelle. Oui, tout à fait. Qui va rester qui va être le meilleur parent pour l'enfant quelque part, qui va éduquer le mieux l'enfant. C'est toujours quelque chose qui peut rester sous-jacent. Alors ce passage de relais des enfants vers une institution pour assurer la garde de l'enfant pendant le travail de la journée, est-ce qu'il a toujours eu lieu? De quand date l'invention des crèches? Alors, je crois de tout temps, on a toujours fait garder son enfant. Il n'y a jamais eu d'enfant exclusivement élevé par sa mère et ses parents. Avant les crèches, c'était les nourrices, qu'on appelle aujourd'hui les assistantes maternelles. Donc, les crèches ont été créées en 1844, en novembre 1844, par Firmin Marbeau, dans un contexte à la fois sur le plan des modes de garde d'industrie nourricière et en lien du développement du capitalisme industriel. Donc, elles ont été créées à destination des familles, à l'époque, même pas ouvrières, mais plutôt indigentes, ce qu'on appelait les journaliers, qui se faisaient embaucher dans des fabriques, les usines, etc. À une époque aussi, donc, en lien avec ce développement du capitalisme industriel,
le phénomène de l'exode rural, hein, donc des familles de paysans qui viennent vers les villes. Et donc là, il y a une dissociation de l'espace de travail. Hein. Auparavant, l'enfant était gardé sur le lieu de production de la famille. Il était gardé par la grand-mère. Voilà, il y avait plusieurs générations qui vivaient sur le même lieu et on produisait sur le même espace. Avec le développement du capitalisme industriel, il y a une dissociation en fait entre le lieu de vie des familles et le lieu de production du travail. Donc du coup, la question de la garde des enfants se pose d'une autre manière. Quand on lit vos travaux, on voit que la fonction des crèches, elle a évolué d'une fonction sanitaire, médicale, à une fonction plus pédagogique aujourd'hui. Alors, de quand date ce tournant ? Il y a eu plusieurs tournants. Je veux dire, la fonction initiale, elle était aussi religieuse, hein, parce qu'il y avait vraiment aussi, je n'ai pas évoqué, mais au XIXe siècle, de nombreux changements politiques, plusieurs révolutions. Et donc, il y avait une fonction à la fois de ramener les familles vers la religion, mais aussi de pacification de la société. Mais conjointement, dès le départ, il y avait aussi une fonction sanitaire et de lutte contre la mortalité infantile qui devient une question sociale au XIXe siècle et qui est une question qui perdure aussi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Donc, la question, c'était d'apporter des soins aux enfants. On s'occupe aujourd'hui aussi de les éveiller. On fait attention plus aux liens affectifs. C'est vraiment le mai 68 et la création, l'instauration des crèches sauvages qui va permettre aussi une autre représentation de l'enfant de s'inscrire et de s'instaurer. Alors en lien aussi avec les travaux scientifiques, hein, les travaux de Piaget, de Vallon, les travaux des psychanalystes aussi, Freud, Dolto, etc., qui vont montrer que l'enfant n'est pas seulement justement un tube digestif, mais qu'il est capable de bien des choses, que c'est un enfant compétent. Alors, pour conclure, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux parents qui déposent pour la première fois leur enfant en crèche? Avant d'être chercheuse, vous avez vous-même été éducatrice. Le conseil, c'est de parler, c'est de discuter, c'est de s'informer aussi sur le projet pédagogique, sur le déroulement d'une journée à la crèche. Je crois que la question du dialogue me semble importante. De parler avec son enfant aussi, bien sûr. Donc le dialogue entre les parents et l'enfant, et puis le dialogue entre les parents et les professionnels de la crèche. Merci Catherine Bouve. The Conversation France. In Extenso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité. Retrouvez l'ensemble des épisodes d'In Extenso et nos autres séries directement sur theconversation.com dans la rubrique podcast.